la Alors, propagande. voulez-vous dire, François Asselineau, qu'il pourrait y avoir ici des considérations qui soient, voilà, on va dire, enfin, qui soient suprémacistes, peut-être le mot est très fort, mais d'aucuns estiment qu'il y a une sorte de suprémacisme occidental, voilà, qui se cache derrière ce soutien, notamment, enfin, ce soutien affirmé à l'Ukraine, qu'il faudrait toujours qu'il y ait, oui. Vous, qu'en Mais, pensez-vous? en fait, vous savez, euh, il y a quelque chose que j'ai noté dans ma vie, c'est que, et que je vois d'ailleurs avec notre mouvement politique. Le mouvement politique que j'ai créé, qui propose de sortir de l'Union européenne, il y a des gens qui ont dit: Ah, vous voulez sortir de l'Europe, vous êtes xénophobe, vous êtes raciste. J'ai dit: Mais pas du tout. C'est au contraire ceux qui veulent construire l'Europe qui sont en fait xénophobes et racistes parce qu'ils veulent limiter le périmètre de la France à ce monde européen. Et ce que j'ai noté, c'est que dans le parti politique que j'ai créé, il y a beaucoup de Français, mais vraiment beaucoup, qui sont d'origine du Maghreb ou d'Afrique. D'ailleurs, on le voit, j'en parlais tout à l'heure, avec les vidéos que je fais qui sont approuvées par beaucoup de ces jeunes Français et qui trouvent pour une fois un homme politique dont ils sentent qu'il dit la vérité. Et pourquoi je dis la vérité d'ailleurs? C'est parce que une autre catégorie de nos adhérents partage la même caractéristique que moi, c'est qu'ils ont vécu à l'étranger. Moi, j'ai beaucoup vécu à l'étranger. J'ai notamment passé un an et demi alors, dans un pays tout à fait différent de l'Afrique, qui est le Japon. J'ai beaucoup circulé. Je suis allé en Afrique, notamment au Maghreb. Je suis allé en Afrique du Sud. Je suis allé un petit peu partout. Je suis allé dans le monde entier. Et lorsque vous êtes allé dans le monde entier, et plus encore lorsque vous avez séjourné dans des pays étrangers, vous avez appris l'habitude de découvrir une autre mentalité, d'avoir des amis qui voient les choses d'une autre façon. Et si vous avez du cœur, si vous êtes attentif aux êtres humains, d'abord vous vous apercevez que tous les êtres humains sont identiques dans l'univers, mais vous vous apercevez aussi que chacun a sa vision du monde qui est façonnée par la langue déjà. Hein. La langue, c'est quelque chose qui façonne l'esprit. Je pourrais vous en donner mille exemples, mais aussi l'histoire, ce qu'on a appris des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. C'est aussi voilà, la tradition syndicale, historique, politique, les coutumes. Et puis vous vous apercevez que à partir de ce moment-là, ça relativise les choses. Et ça relativise aussi ce sentiment que peuvent avoir, alors vous dites suprémaciste, c'est un petit peu peut-être excessif, mais il y a quand même de ça. Or, il y a quand même de ça, c'est que les gens qui ne sont pas sortis de France, ou très peu, sont en fait qui regardent toute la journée les grandes chaînes de télévision qui leur expliquent que finalement les États-Unis vont gagner, que Poutine est quelqu'un d'extraordinairement méchant, alors que là, le droit se situe du côté de l'Ukraine, alors que les choses sont évidemment beaucoup, beaucoup plus compliquées que ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Finalement, vous avez des gens qui considèrent qu'en gros, c'est toujours les Européens et les Américains qui ont raison et que tout le reste du monde est méchant. Voilà. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus garder cet état d'esprit, qui est un état d'esprit, effectivement, la suprématie, la volonté de coloniser. On ne peut plus garder ça parce que les réalités sont en train de bouleverser la planète. Hein, je voudrais signaler ici que les évolutions démographiques, déjà, hein, les évolutions démographiques sont absolument considérables, puisque au début du 19e siècle, l'Europe représentait, je crois, quelque chose comme 25% de la population planétaire. Si j'en suis les courbes démographiques, en 2100, c'est-à-dire à la fin du siècle, eh bien l'Europe représentera plus que 5,8% de la population mondiale, alors que l'Afrique sera devenu le continent le plus peuplé et pourrait représenter jusqu'à 39% de la population mondiale. Donc ce sont des évolutions qui sont absolument considérables. De la même façon qu'il y a toujours une vision un petit peu misérabiliste, comme on dit en français, c'est-à-dire un petit peu, pas méprisante, mais un peu, on considère que bon, les peuples d'Afrique, c'est toujours
voilà, ils sont à la traîne, ils ont une économie à la traîne, etc. Mais en réalité, on est en train de voir que beaucoup de pays d'Afrique en ce moment ont un décollage économique tout à fait significatif. Hein, il y a des taux de croissance qui sont tout à fait importants. On est en train de découvrir, eh bien, que les jeunes Africains, comme les jeunes partout ailleurs, s'ils bénéficient d'une formation, hein, s'ils ont accès à une formation, à des universités, s'ils ont accès à Internet, ben, ils ont accès à la modernité, ils sont capables, comme tous les êtres humains, de se développer. On est en train de découvrir que l'Afrique est un pays, est un continent qui est avec des matières premières dans tous les domaines qui sont considérables. Et donc, on est en train de découvrir, enfin, moi, je le dis ici haut et fort, que nous devons nous entendre avec l'ensemble des pays du monde, et en particulier avec l'Afrique. Et vous me permettrez de dire, de tirer la sonnette d'alarme, d'ailleurs. C'est que je crois que vous vouliez m'interroger sur notamment est-ce que l'Europe peut se passer du gaz russe. Il Voilà, faut bien alors comprendre. j'ai voulu d'abord que nous puissions mieux vous connaître. Je veux dire, les téléspectateurs, certains, peut-être qu'ils ne vous connaissaient pas avant, certains téléspectateurs de la télévision panafricaine. J'ai aussi voulu que l'on comprenne un peu d'où vient, voilà, les conséquences que nous allons évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire la crise du gaz, le risque d'escalade. J'ai voulu que nous allions un peu aux origines, parce que c'est un combat que vous menez depuis de nombreuses années. Vous avez toujours essayé de faire comprendre que ce suivisme français, européen de la politique, enfin, dicté par les États-Unis dans le cadre de l'OTAN, ou alors dans le cadre des autres plateformes de coopération, était quelque chose qui allait un jour conduire au pire. C'est pour cela que j'ai voulu que nous commencions par là avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas vous ni moi qui en avons décidé, c'est le bon Dieu. Il se trouve, c'est comme ça, que les pays d'Europe ont quasiment très 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 peu de ressources minérales et de ressources en matière énergétique. Il y a eu des gisements de gaz en Norvège, mais la Norvège n'est pas dans l'Union européenne, ils ont gardé ça pour eux, ils ont créé un fonds pour les générations futures. Il y a un gisement de gaz en Écosse, mais dans un cas comme dans l'autre, les gisements, ce n'étaient pas des gisements pendant des siècles, hein, donc ils commencent à être un petit peu épuisés. Et en Europe occidentale, ou même dans l'ensemble de l'Europe, c'est un continent qui est assez pauvre en matière première et en matière première énergétique, sauf la lignite ou le charbon, mais qui pollue énormément et dont on ne veut plus. Donc, au passage, signalons aussi les terres rares, par exemple, puisque maintenant, pour avoir un ordinateur, un téléphone portable, ou bien pour avoir des batteries électriques, etc., eh bien, il y a besoin d'avoir des terres rares. Or, les terres rares, le premier pays producteur de terres rares, c'est la Chine, qui a, alors ça dépend selon les estimations, j'ai lu des estimations un peu contradictoires, mais disons entre 70 et 90% des terres rares sont situées en Chine. Mais en revanche, en Europe, il n'y a rien. Alors, il faut comprendre la situation. L'Union européenne consiste en fait à regrouper des pays qui n'ont rien. Et dans l'ensemble occidental, si on y ajoute le Canada et les États-Unis, eux, ils ont des ressources en matière notamment de pétrole, mais aussi de gaz de schiste, ils ont des ressources. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que les États-Unis, de façon très maligne, mais maligne au sens mauvais du terme, sont en train de forcer les pays d'Europe à se couper de la Russie. Or, en matière géophysique, les ressources en hydrocarbures russes sont à quelques milliers de kilomètres, dit-on 2000 ou 3000 kilomètres de l'Allemagne ou de la Pologne, d'où d'ailleurs les fameux gazoducs qui apportaient du gaz russe en Allemagne. Il ne vous a pas échappé que les Américains ont toujours condamné ces gazoducs, ont protesté depuis de nombreuses années parce qu'ils voyaient bien que grâce à ces gazoducs, l'Allemagne et au-delà de l'Allemagne, l'ensemble des pays d'Europe allaient pouvoir échapper à la domination complète des États-Unis et pouvoir trouver un approvisionnement dépendant de la Russie. Or, les États-Unis, qui ne veulent jamais avoir d'alliés mais avoir des vassaux, les États-Unis voyaient ça d'un très mauvais œil. Vous savez très bien comme moi, vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines, c'est la construction le gazoduc Nord Stream 2 et à côté le gazoduc Nord Stream 1 ont été victimes
d'explosion. Alors, il y a une enquête qui est menée, mais enfin, la façon dont elle est menée, les soupçons qui pèsent sur les uns et les autres, même si la presse occidentale qui développe l'idée que ça pourrait être la Russie essaye de faire croire ça aux populations, je suis de ceux qui pensent, et il y a énormément de gens qui le pensent, qu'en fait ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont derrière. Ils y avaient tout leur intérêt. Alors que la Russie, ça possédait des gazoducs, elle n'allait pas détruire des gazoducs qu'elle possédait, qui coûtent quand même 15 milliards d'euros, alors que si elle voulait punir l'Allemagne, il suffisait de couper le robinet à l'origine. Donc ça ne tient pas debout, cette histoire. Et les États-Unis, si c'est bien eux qui ont fait ça, ils sont parvenus à l'un des objectifs centraux de leur stratégie, qui est de couper le cordon ombilical, hein, comme on dit d'un bébé, le cordon d'alimentation de l'Europe occidentale à la Russie. Et vous voyez bien que c'est terrible ce qui se passe maintenant en Union européenne, puisque nous n'avons plus le gaz russe. Or, c'était très important. Il faut donc trouver un substitut, mais ça n'est pas facile du tout de trouver un substitut. D'abord parce que il n'y a pas des, il y a pas c'est pas comme dans un hypermarché où vous pouvez tout acheter parce qu'il y a tout est présent. C'est-à-dire, par exemple, la capacité de production de gaz de l'Algérie, elles étaient quasiment toutes vendues. Il y avait un petit surplus que Mario Draghi est d'ailleurs allé voler au nez à la barbe de Macron qui les guignait. Mario Draghi, le premier président du Conseil italien, est allé négocier avec les Algériens pour que le petit surplus dont disposait l'Algérie, ce soit pour l'Italie. De la même façon qu'on a vu Olaf Scholz, le chancelier d'Allemagne, qui s'était rendu il y a quelques semaines, quelques mois déjà au Sénégal, pour essayer d'avoir le gaz que l'on trouve maintenant au Sénégal. Donc, les quantités disponibles ailleurs ne sont pas si faciles à trouver. Elles sont très limitées. Deuxièmement, ce n'est pas forcément le même gaz. Or, je ne suis pas un spécialiste, mais vous avez des gaz qui ont des degrés de sulfuration à l'intérieur, des choses comme ça, qui nécessitent en fait des usines de traitement totalement différentes. Et donc, si on change complètement la qualité du gaz, a fortiori, si on prend le gaz de schiste américain qui est très sale, il faut faire des investissements considérables de modernisation des infrastructures. Et puis, on peut se tourner vers les États-Unis, mais les États-Unis vont nous vendre du gaz de schiste qui d'abord est extrêmement polluant. Deuxièmement, ils nous le facturent au prix fort. Monsieur Macron, d'une façon que je trouve personnellement triste, il s'est plaint comme un petit garçon en disant quand même c'était pas gentil que les Américains nous vendent 4 fois plus cher leurs hydrocarbures qu'ils ne le vendent sur le marché américain. Il a dit c'est pas une marque d'amitié. C'est un enfant. C'est un enfant. Les chefs d'État ne réagissent pas comme ça. Les chefs d'État savent que tous les États ne visent d'abord et avant tout qu'à défendre leurs intérêts nationaux, sauf les pays de l'Union européenne, puisque nous sommes vassalisés en fait et que nous servons les intérêts nationaux des États-Unis d'Amérique avant ceux du peuple français. Donc, ce que je crains beaucoup, c'est que maintenant nous allons dépendre des États-Unis pour avoir des gaz extrêmement sales et à des tarifs très importants. Et puis, ça dépendra des États-Unis. S'ils coupent le robinet, ben, ça sera très difficile. C'est d'autant plus grave que j'ai vu que la Chine, qui achète du gaz russe et qui pouvait le revendre d'ailleurs de façon discrète à des intermédiaires pour l'acheter, pour que les Européens puissent se procurer du gaz d'origine russe, mais pour le requalifier chinois, c'est minable en fait. Hein. Tout ça a fait des surcoûts considérables. Tout ça pour dire qu'on n'achète pas de gaz russe, on va acheter du gaz russe mais passer par la Chine. Mais la Chine vient d'annoncer qu'elle ne voulait plus le faire. Elle veut le garder pour elle parce qu'il risque d'y avoir une pénurie mondiale de gaz. Donc nous sommes dans une situation catastrophique. Et cette situation est catastrophique encore plus parce que le prix des hydrocarbures a beaucoup augmenté, vous le savez. Ça n'est pas uniquement à cause du conflit d'ailleurs de l'Ukraine, c'est aussi avec en France par exemple une très très mauvaise gestion depuis des années, notamment du parc nucléaire qui avait été légué aux Français grâce à la direction clairvoyante de Charles de Gaulle, de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing. Ils nous avaient légué, à la fin des années 70, la France avait le plus grand parc électronucléaire au monde. Et on avait une filière nucléaire avec notamment Framatome qui permettait de vendre à la Chine, par exemple, des centrales nucléaires. Moi, j'avais participé à la vente de Daya Bay
de Dai Hapei II en Chine. J'étais à l'époque, j'avais rencontré le président chinois de l'époque, le président Chiang Zemin, avec le ministre français. On arrivait, on dépassait les États-Unis. Maintenant, parce que nous avons eu des propagandes venues d'Allemagne sur le fait que l'énergie nucléaire c'était pas bien, qu'il fallait avoir des éoliennes, alors que c'est pas du tout le même rendement. Bon, on a en fait, parce qu'on est des dirigeants qui sont faibles, qui ne voient pas le coup, qui pensent que c'est toujours les autres qui ont raison, qui pensent qu'il ne faut pas fâcher l'Allemagne, les États-Unis, etc. Ben, en réalité, on a il faut dire les choses, un peu saboté le système nucléaire français. On se retrouve devant une situation extraordinairement difficile. Donc vous suivez, puisque vous êtes une chaîne panafricaine qui s'adresse beaucoup aux pays francophones, autour de vous, vous avez énormément de gens qui ont de la famille en France et vous êtes vous-même allé en France. Vous savez forcément que la situation en France est très mauvaise et que les gens se posent la question de savoir comment nous allons passer, non seulement comment nous allons passer l'hiver, mais comment on va passer les mois et les années qui viennent. Et puis là où les gens sont également très inquiets, et les Allemands sont encore plus inquiets que les Français d'ailleurs, c'est que dans les pays les plus développés d'Europe, l'Allemagne et, disons, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et puis un peu l'Italie, dans ces pays les plus riches, si on peut dire, on souffrait déjà de plusieurs problèmes de compétitivité. Les salaires les plus élevés, les charges sociales les plus élevées, les contraintes environnementales les plus élevées. Et voilà que maintenant, l'Europe va devenir le continent où l'énergie va être la plus chère. Ça veut dire que la compétitivité de l'industrie qui reste en Europe, celle qui n'a pas fui, comme dont je parlais tout à l'heure avec les délocalisations pour bénéficier de salaires beaucoup plus bas, il était resté en Europe et surtout en Allemagne une industrie extrêmement compétitive sur des niches et des marchés où ils sont en quasi-monopole mondial. Et bien vous avez vu que le patronat allemand estime qu'il risque d'y avoir des milliers de faillites à cause de ce renchérissement. Donc en fait, la situation est grave et je retrouve ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes dans une situation de pays colonisés et où la colonie d'origine, c'est le pays qui les a colonisés, les États-Unis d'Amérique, eh bien, sont en train de siphonner les richesses de ces vassaux. Parce qu'évidemment, si l'Allemagne perd son industrie, si la France tombe également en rade, tout ça, ça va être en partie l'industrie américaine qui va pouvoir se refaire une santé. Afrique Média. Le monde, c'est nous.